Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Toujours dans le cadre de nos travaux sur le projet de loi de finances 2025, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin les représentants des syndicats des personnels civils de la Défense. Bienvenue, messieurs. Il n'y a pas de dames. Les civils occupent une place essentielle dans le fonctionnement de nos armées. Le ministère des Armées compte près de 62 300 personnels civils et cela représente près de 23,6% des effectifs totaux, pratiquement un quart quand même du personnel qui travaille pour le ministère des Armées, qui fait que le ministère des Armées est le 5e ministère employeur, ce qui est tout de même significatif. Alors, les organisations syndicales assurent la représentation des personnels civils, notamment au sein des différentes instances de dialogue social du ministère. Elles sont en particulier représentées au sein du comité social d'administration, instance entrée en vigueur en janvier 2023. Les organisations syndicales représentées aujourd'hui dans l'ordre de résultats des élections professionnelles de décembre 2022 sont pour la CFDT, M. Albert Corbel et Christophe Henry. Pour Force ouvrière, Force ouvrière Défense, c'est M. Valérie Michel et M. Mohamed Alif Anfif. Pour l'UNSA Défense, M. Laurent Tintignac et M. Bruno Normand. Et pour Alliance CGC-CFTC, M. Vincent Aquin. Au cours de cette audition, nous pourrons évoquer les enjeux sociaux de ce projet de loi de finances pour 2025 pour le personnel civil de la Défense. Et je pense notamment aux enjeux suivants. Tout d'abord, je pense aux politiques de ressources humaines, de recrutement, de rémunération et de la fidélisation. Ensuite, je pense aux politiques d'accompagnement social et notamment aux efforts déployés dans le cadre du plan Famille 2 et du plan Fidélisation 360, ainsi qu'aux mesures en faveur du logement des personnels. Enfin, je pense aux politiques d'amélioration des conditions de travail et de protection des agents, avec comme actualité particulière la réforme de la protection sociale complémentaire, qui entre d'ailleurs en vigueur au 1er janvier 2025. Pour évoquer ces enjeux, mais aussi faire part de vos observations sur ce budget 2025, je vous cède la parole pour 5 minutes par organisation. Je vous en prie. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les députés. Alors les 5 minutes, ça va être un petit peu plus long si ça ne vous dérange pas. J'avais 10 minutes moi sur le papier. Oui, ben, si tout le monde en est d'accord, hein, c'est bon pour les autres Ouais, aussi. Se permettre, vu l'affluence. Donc merci de nous accueillir cette année encore pour recueillir l'avis des représentants du personnel civil sur le projet de loi de finances 2025 concernant la mission défense. En préalable, nous jugeons à nouveau important de signaler que notre périmètre de représentation va au-delà des agents et des agentes du ministère des Armées et des établissements qui sont sous sa tutelle. En effet, c'est toute la BITD qui est impactée par le budget consacré à la défense, et nous sommes ici parce que nous en représentons également les salariés. Vous avez dans votre circonscription, Monsieur le Président, les deux secteurs, étatiques et industriels, qui sont présents, et vous connaissez mieux que quiconque les enjeux et conséquences socio-économiques des options stratégiques et des décisions budgétaires relatives à la défense. Cette audition est une des composantes du dialogue social entre le politique, et ici le législateur, et les représentants élus des citoyens et des citoyennes, nous, qui exercent, les citoyens et les citoyennes, qui exercent leur activité professionnelle au profit de la défense de la France. Le nouveau gouvernement s'est dit favorable à un changement de méthode par rapport à l'ancien pour, je cite, « laisser un rôle important au dialogue social ». Des premiers contacts que nous avons eus avec le cabinet de notre tout nouveau ministre des Armées, il faut croire que s'il n'y avait pas le pouvoir législatif, donc vous, mesdames et messieurs les députés, le dialogue social devrait encore se limiter aux instances formelles et aux réunions informelles que nous avons avec l'administration.
L'ancien ministre considérait que les échanges avec le DRH du ministère étaient largement suffisants, et le nouveau, il est apparemment en phase avec son prédécesseur. Nous le laissons donc à cette vision réductrice de la démocratie sociale, et nous nous tenons prêts à répondre à vos questions, puisque, je le répète, vous avez bien voulu nous entendre, et nous vous en remercions. Pour entrer dans le cœur du sujet, le projet de loi de finances 2025 pour la mission défense se veut, pour citer le projet annuel de performance, crédible, équilibré et cohérent pour maintenir le rang de la France parmi les grandes puissances militaires et garantissant une autonomie stratégique en s'appuyant sur l'excellence et le dévouement du personnel militaire et civil. Le PLF 2025 est conforme à la LPM 2024-2030 et confirme donc l'augmentation par étape de 3,3 milliards d'euros par rapport à l'année dernière. Tout d'abord, nous disons que nous en sommes satisfaits. La situation internationale, qui est parfaitement décrite dans la présentation stratégique du pape et que de toute façon tout le monde connaît, ne permet pas aujourd'hui de baisser la garde. De la même manière, l'engagement croissant de nos forces pour soutenir les victimes des dégâts provoqués par les catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves, et la nécessité de se maintenir à niveau en matière d'évolution technologique pour que tous les autres efforts ne soient pas vains, tout cela justifie de consacrer, malgré la situation inquiétante des finances publiques, cette part importante du budget de la France à la mission défense. Nous ne ferons pas plus de commentaires sur les orientations stratégiques qui portent la LPM et le PLF. Et nous nous concentrerons sur les impacts des choix qui sont faits, donc sur les questions qui nous importent avant tout. Elles concernent, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, la qualité de vie et des conditions de travail. Elles concernent les travailleurs et les travailleuses et leurs familles dans leur environnement professionnel, mais aussi socio-économique, et plus précisément la capacité que chacun doit avoir de vivre dignement de son travail. Elle concerne la vie dans la cité et l'engagement démocratique des citoyens et des citoyennes. Elle concerne aussi la transition écologique juste, la lutte contre toutes les formes de discrimination et en particulier contre le racisme, l'antisémitisme et les violences sexistes et sexuelles, que cela soit au travail ou dans la cité. Elle concerne encore pas mal de sujets sur lesquels l'utilisation à bon escient de l'argent public doit avoir un effet positif. Comprendre et adhérer au sens de nos missions est un critère fondamental du bien-être au travail. Notre travail doit être objectivement satisfaisant, c'est-à-dire complexe, cohérent et créatif, conforme à une définition normative qui est encore à construire et surtout à faire admettre par tous de ce qu'est un bon travail. Cette approche exclut d'emblée la possibilité pour le personnel civil d'être réduit à la portion auxiliaire des ressources humaines du ministère. Le personnel civil intervient dans sa quasi-totalité pour le soutien de l'activité des forces, et le soutien, ce n'est pas une activité secondaire. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, il est fini, le temps de l'intendance suivra. Le rôle du personnel civil, sa place, sont primordiaux pour l'exécution conforme des missions de défense. Et pourtant, l'idée de communauté de défense que nous ne cessons de mettre en avant ne se concrétise pas, ni dans la communication, ni, ce qui est plus grave, dans la considération et dans les actes issus des choix politiques, donc ministériels. Les mesures d'attractivité et de fidélisation favorisent encore les militaires, en contrepartie, pour citer le texte, des obligations de disponibilité et de mobilité fixées dans le statut des militaires. Et ce statut, ces suggestions sont incontestables. Elles ne sont pas les mêmes, effectivement, entre les civils et militaires. Et au passage, sans vouloir être mesquin, elles ne sont pas non plus les mêmes chez les militaires entre eux. On ne peut pas, par exemple, reprocher inlassablement aux civils de ne pas être mobiles, tout en ne communiquant que sur des mesures d'accompagnement de la mobilité réservées aux militaires dans le cadre du plan fidélisation 360. Les problèmes d'attractivité et de fidélisation touchent aussi le personnel civil. Les bons résultats de 2024, au-delà de la cible de gestion, ne permettent pas de se dire que, pour ce qui est de l'attractivité et de la fidélisation du personnel civil, la situation est réglée et qu'on peut consacrer le budget à autre chose. Si les départs sont moins nombreux que la tendance des dernières années, c'est sans doute imputable, pour une proportion non négligeable, aux effets de recul de l'âge légal de départ à la retraite. Si les recrutements sont plus nombreux, les efforts réalisés sur l'organisation des concours qui sont associés à la dynamique marketing autour de la marque Civil Défense y sont pour beaucoup. Mais l'édifice reste fragile. L'attractivité est au rendez-vous, certes, mais la fidélisation, surtout pour les métiers en tension, je vais citer le cyber ou la cyber, le numérique, l'intelligence artificielle, l'aéronautique, pour les ouvriers de l'État en particulier, et les autres professions, n'est pas garantie. Et ce ne sont pas les mesures catégorielles qu'on nous a annoncées hier, toutes exceptionnelles qu'elles sont par rapport aux autres ministères, qui vont changer considérablement la donne.
Je pense encore particulièrement aux ouvriers de l'État pour qui les décisions de 2024 sont encore bloquées au guichet unique. La DRH du ministère nous assure ne rien lâcher pour débloquer la situation, mais tout ça n'encourage pas à penser que celles proposées pour 2025 bénéficieront de plus de bienveillance. Cette catégorie de la population civile du ministère, les ouvriers de l'État donc, du ministère des Armées, semble particulièrement dans le collimateur des technocrates de Bercy et de la rue de Grenelle. Le ministre, dans son éditorial du document de présentation du PLF, annonce, et je cite, « continuer à faire face au durcissement du contexte stratégique, entre autres remédiant à des situations salariales non satisfaisantes, en particulier pour les officiers et le personnel soignant du ministère du service de santé des armées. Les informations que nous avons eues hier confirment que pour le personnel soignant civil du service de santé des armées, en année pleine pour 2025, c'est 60 000 € qui iront aux infirmiers de prévention. Une aumône qui laisse de côté tous les autres personnels soignants pour qui nous demandons un abondement rapide au RIFSEP. Alors, RIFSEP, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement du personnel. Cet acte statutaire permettrait que ces agents et agentes sortent de l'impasse qui les contraint à ne toucher qu'une prime de service qui est figée depuis des années. Il y a aussi quelque chose qui nous dit que les officiers ne sont pas les plus à plaindre en matière salariale, mais c'est peut-être une réaction rapide qui méconnaît la situation de certains d'entre eux. En tout cas, si le ministère veut des exemples de situations salariales non satisfaisantes, nous en avons plein les cartons. Par exemple, tous les titulaires de catégorie C administrative dont la profession n'a pas permis qu'ils, et surtout elles, bénéficient du petit coup de pouce indemnitaire en 2024, dont ont bénéficié, je le rappelle, tous les autres. Il y a aussi celles et ceux, et surtout celles, encore une fois, qui toucheront grassement 6 centimes d'euros supplémentaires pour que leur revenu brut ne soit pas inférieur au SMIC. Je ne vais pas être plus long, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, y compris d'ailleurs des satisfaits sites sur l'égalité femmes-hommes, sur la politique environnementale. Et je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions avec mon camarade ici en face de moi. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. C'est automatique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous recevoir dans le cadre de cette audition ayant comme objet le projet de loi de finances 2025 pour la deuxième année d'exercice de LPM 2024-2030. Comme vous le savez, ce ministère est composé de près de 63 000 personnels civils travaillant auprès des 3 grands subordonnés du ministère que sont l'EMA, l'EGA et la DGA. Ces personnels, nous le rappelons, sont indispensables à l'accomplissement des missions. En premier lieu, nous tenons à rappeler ici que EFO reste dans son unique rôle de la défense des intérêts de tout le personnel civil et ne s'exprimera pas sur la politique de défense sans pour autant se désintéresser de l'effort de défense qui doit être dirigé vers la protection des citoyens et la préservation des valeurs de notre démocratie. Pour ce qui concerne le personnel civil des armées, ce sujet ne peut être abordé sans évoquer la moyenne d'âge des agents qui ne cesse d'augmenter année après année pour atteindre en 2023 une moyenne d'âge pour les fonctionnaires et les ouvriers d'État de 49 ans, chiffre du rapport social unique de 2023. Si nous entendons la priorité ministérielle sur l'attractivité et la fidélisation, nommée fidélisation 360, cet enjeu RH reste pour EFO également une priorité, mais conditionné à ce que ce ministère et la fonction publique réagissent immédiatement sur l'augmentation généralisée des salaires. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, la difficulté des agents, fonctionnaires, ouvriers d'État, titulaires et contractuels en termes d'emploi, de salaire et de conditions de travail persiste. Et nos revendications, PLF après PLF, demeurent. Nous vous rappelons ici l'essentiel de nos revendications. L'embauche massive d'ouvriers d'État et d'agents titulaires, d'agents titulaires, comme par exemple pour l'emploi du MCO. L'ouverture de négociations sur la filière technique qui est en grande difficulté de recrutement. Nous nous rappelons ici que ce ministère à haute valeur technique, depuis plus de 60 ans, s'appuie sur leurs compétences. La mise en place du complément technique indiciaire, dit CTI, pour l'ensemble des agents du SSA et des travailleurs sociaux. L'arrêt des transformations et des suppressions d'effectifs, en particulier dans le soutien des armées, mais pas exclusivement. L'absence de stabilité des organisations n'est pas un gage d'efficacité et de solidité pour notre ministère. L'ouverture urgente de véritables négociations salariales, tant la perte de pouvoir d'achat des agents de l'État sur ces 20 dernières années a été forte, 28% par rapport à l'inflation, et des mesures générales pour la révélation du point d'indice.
Le versement des sommes dues aux agents, conformément aux mesures catégorielles prévues en 2024, qui toutefois ne permettent en aucun cas de rattraper le retard accumulé. La valorisation des parcours et carrières de tous les agents au sein de tous les employeurs et en transverse. Comment ne pas évoquer ici l'urgence sociale, salariale des agents de catégorie C. La défense des travail des agents travaillant dans le secteur privé dits assimilés de la défense que sont Orinco, Navagroup, KNDS et l'IGESA, des établissements publics où le dialogue social revêt parfois des formes où l'on espérait disparues. Les enjeux de la transition écologique, de l'intelligence artificielle sont et seront importants pour notre ministère. Ils doivent être synonymes de progrès social pour les agents. FO s'y attachera. Le budget alloué à la formation pour assurer cette transition devra être à la hauteur du défi. La mise en place du système d'avance financière ou la prise en charge directe efficient, je parle là des frais de déplacement des agents, à l'instar d'autres ministères, afin que les agents ne grèvent pas leur budget familial pour se rendre en mission ou en formation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, cette situation pour les agents est inacceptable. Une protection sociale complémentaire qui respecte les engagements pris avec les organisations syndicales lors des négociations, notamment en termes de maîtrise des tarifs et de cotisations. Ce dossier nous semble révélateur des tensions sociales et économiques auxquelles sont soumis les agents de la fonction publique en général et plus particulièrement les agents de ce ministère. Enfin, concernant le dialogue social, qu'il nous soit permis de vous rappeler l'importance qu'accorde FO au respect des organisations syndicales représentatives de ce ministère. L'absence du ministre à la présidence du CSA ministériel durant ces 2 derniers mandats n'a pas été de nature à entretenir un dialogue de qualité. FO constate en même temps la volonté des directeurs et des services de votre département ministériel de poursuivre ce dialogue social au sein du CSA de réseau. Le dialogue social mené à ces 2 niveaux complémentaires est indispensable pour notre ministère des Armées. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, FO couvre l'ensemble des territoires, toutes les bases de défense, tous les employeurs, tous les services, et peut donc s'enorgueillir de connaître bien les forces et les faiblesses de ce ministère. Il vous faut entendre le message que portent les personnels que nous représentons. FO, pour sa part, reste déterminé à faire aboutir les revendications. En conclusion de ce projet de PLF 2025, et plus particulièrement sur la politique salariale du personnel civil, ce n'est pas à la hauteur de ses ambitions en matière de rémunération, de conditions de travail et des emplois. Nous réaffirmons que notre fédération fait sienne toutes les revendications portées par notre confédération et la Fédération générale des fonctionnaires, comme par exemple celles concernant les retraites. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, merci de votre attention. Et nous répondrons volontiers à l'ensemble des questions. Merci beaucoup. Donc, après avoir entendu la CFDT, Force ouvrière Défense, maintenant la parole est à l'UNSA Défense. Nous voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci tout d'abord de nous recevoir pour cette traditionnelle audition. Les années se suivent et, hélas, se ressemblent. Il y a 1 an, presque jour pour jour, votre commission recevait déjà les fédérations syndicales du ministère des Armées pour un exercice d'audition relative à la loi de programmation militaire 2024-2030, et il y a des constantes dont nous nous passerions volontiers. Le contexte international est terrible, et les citoyens, par-delà les représentants des personnels civils que nous sommes, ne peuvent que s'alarmer d'un choix géostratégique, d'un contexte fait de guerres, de conflits, de drames, jusque sur le sol européen, un contexte fait surtout d'habitants d'un monde de plus en plus nombreux, soumis au son des sirènes, les yeux sans cesse rivés vers un ciel menaçant, jetés à la rue, des femmes et des enfants fuyant les bombardements et autres atrocités dont seuls les hommes sont capables, au nom d'idéaux qui n'en ont que l'horreur. Avec humilité, l'UNSA s'incline devant tant de victimes innocentes, d'où qu'elles soient. L'UNSA Défense sera fidèle à ses principes et ses valeurs. Il ne nous appartient pas de juger des choix stratégiques de la nation, heureusement. Cela relève des prérogatives du Président de la République et nous aurons donc la modestie de rester, si vous nous autorisez cette expression, dans notre couloir, en rappelant à cette assistance que nous mesurons bien, malgré les menaces permanentes, à quel point vivre dans un pays en paix n'a pas de prix. Ce prix de la paix a néanmoins un coût, et le projet de loi de finances du ministère des Armées pour 2025 en témoigne. En progressant de 3,3 milliards d'euros, conformément à la trajectoire initiale définie par la loi de programmation militaire, le budget des armées, nonobstant l'adoption du PLF en décembre prochain, atteindra donc quelques 50,5 milliards d'euros. À cela, permettez à l'UNSA d'exprimer son avis général quant au projet de loi de finances pour 2025 que vient de présenter le Premier ministre, après le désolant spectacle donné durant les 50 jours qu'a nécessité sa nomination.
il annonce pour l'UNSA une austérité budgétaire sans précédent. Si chacun a bien compris, a bien conscience de la réalité d'un ajustement budgétaire nécessaire, la réduction des dépenses publiques ne fera pas l'impasse sur la dégradation de la situation sociale des travailleurs et des ménages les plus précaires. Aussi, l'UNSA le répète, que les axes de ce PLF ne sont pas équilibrés sur le plan social. L'inflexion concernant l'augmentation des plus hauts revenus et des plus grandes entreprises, notamment la taxation des rachats d'actions, est certes bienvenue, mais reste insuffisante. L'annonce d'une mesure de contribution exceptionnelle des hauts revenus ne toucherait que les 65 000 ménages dont la rémunération est supérieure à 500 000 € par an pour un couple sans enfant et 250 000 pour un célibataire. Cela reste très marginal et s'apparente davantage à un effet d'annonce qu'à une réelle mesure de justice sociale. Dans la même veine, la contribution exceptionnelle prévue pour les entreprises est également insuffisante. Taxer seulement les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ne concernera que 440 d'entre elles. Aussi, l'UNSA revendique une augmentation générale et pérenne du taux d'imposition des sociétés, ainsi que la taxation des superprofits. D'autres solutions existent pour augmenter les recettes, telles que le retour de l'ISF, le recentrage du crédit impôt recherche sur les TPE-PME, la taxation des superprofits ou encore l'imposition des revenus du capital, comme les revenus du travail. Diminuer l'aide à l'embauche des apprentis, celle à l'achat des véhicules électriques, ralentir le programme MaPrimeRénov', encore le fonds vert, restent pour l'UNSA des solutions de court terme que nous paierons collectivement à terme, en laissant cette dette indigne aux générations futures. Quant aux suppressions de postes dans la fonction publique, c'est un peu le scénario Colombo, celui où nous connaissons le coupable dès le générique, et les victimes de ce nouvel épisode seront bien les usagers, les citoyens, tant les services publics sont ce premier rempart contre les inégalités sociales, géographiques, d'accès aux services publics, de connectivité, de solidarité ou d'égalité. Bien sûr, il n'a pas échappé à l'UNSA que le budget des armées est relativement épargné des annonces de restrictions budgétaires dans ce projet de loi de finances 2025. Comme rappelé ci-dessus, nul doute que le contexte international se serait mal assorti d'une baisse des budgets de défense garant de la souveraineté de la nation et de la sécurité de sa population, comme de ses ressortissants partout dans le monde. L'accélération exponentielle de l'intelligence artificielle, des attaques cyber, de la permanence du risque attentat, du maintien de l'effort sur la dissuasion dont les crédits inscrits en PLF sont en hausse de 8%, inscrivent la nation et de fait les armées dans une logique de prête à, résumée dans cette sentence du IVe siècle déjà, civis pacem para bellum, quand bien même la réalité du monde 2024 et des années à venir, hélas, témoigne davantage du concept de civis bellum para bellum. À l'intérieur de ce PLF 2025, pour ce qui concerne l'objet de cette audition, l'UNSA vous invite, mesdames et messieurs les députés, à ne pas invisibiliser les personnels civils qui concourent au soutien de cet effort de défense en assurant au jour le jour, H24, 365 jours par an, les conditions du soutien militaire dans les meilleures dispositions possibles. L'UNSA ne fait pas synonyme les mots discrétion et invisibilité. Les fonctionnaires, les contractuels, les ouvriers de l'État sont au contact. Ils ont une conscience aiguë de la militarité de l'institution et de ce qu'impose celle-ci. C'est donc en conscience que chacune des fonctions dévolues à ces personnels civils est réalisée avec efficience, réalisme et grand professionnalisme. Le soutien infra, le maintien en conditions opérationnelles, tous les soutiens RH, de la paye à la gestion, à la formation, aux finances, au logement, etc. L'habillement, la restauration, le soutien aux familles, le maintien et la sécurité des réseaux, les métiers cyber, numériques, de sécurité, des essais majeurs, l'innovation, le ravitaillement, la logistique, le soutien aux blessés, la réparation de ces mêmes blessés, j'en oublie bien sûr, autant de fonctions sans lesquelles les armées françaises n'auraient pas cette efficience reconnue et visible. C'est cette population, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, de quelques 65 000 agents, l'armée des civils en quelque sorte, que nous représentons ce jour, et nous espérons que vous prendrez la mesure de ce qu'est une communauté aux uniformes et aux métiers différents, mais aux métiers et aux missions identiques. Le service public de la sécurité avec un grand S. Ces civils passeront sous les fourches caudines des restrictions budgétaires annoncées, particulièrement en matière de rémunération. Globalement, les salaires des agents publics vont donc continuer à décrocher sous l'effet d'une double évolution, le gel des salaires et l'inflation. Leur pouvoir d'achat, déjà mis à mal, va continuer à s'éroder, et l'UNSA dénonce de ce fait un budget effectivement perfectible. Les rémunérations des agents publics ne peuvent constituer une variable d'ajustement des dépenses publiques. Vous êtes membre d'une commission, mesdames et messieurs, celle de la Défense et des Forces armées,
qui ne peut ignorer l'immense concurrence exercée par les industriels du secteur sur des métiers qui font l'excellence de ce ministère, pas comme les autres. Chaque décrochage technologique est rapidement irréversible. Chaque faille ou lacune est exploitée au nom d'une avidité dont nous ne vous ferons pas l'affront de penser que vous ne la mesurez pas. Alors il vous revient de mesurer ce que serait une défense de la nation et de protection de ses citoyens sans cette armée civile et publique, inscrite dans le temps, et dont la valeur, sens du service public est bien réelle, jusqu'à constituer un élément d'appréciation annuel dans les comptes rendus d'entretien professionnel. Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé, au fil de vos auditions, que les mots fidélisation, que vous avez vous-même rappelé à l'instant, Monsieur le Président, et attractivité, sont une permanence, une constante de propos. Alors l'UNSA ne saurait trop vous inviter à prendre ces mots au pied de la lettre, pourquoi pas de trébucher dessus, comme disait Boris Vian, et d'en tirer vous-même les conclusions selon votre sensibilité et votre vision d'une défense de la nation dans tout ce que cette expression emporte. Hier, nous ont été présentées les mesures catégorielles par le directeur de la DRHMD, et elles aussi vont passer sous le sablier du vote du projet de loi de finances. Celles-ci sont très loin de ce terme que vous évoquez de fidélisation, il y a quelques minutes, cette fidélisation garant de la continuité de la mission. Bien d'autres sujets auraient mérité bonne place dans cette déclaration dont le temps est limité. Les violences à caractère sexuel et sexiste qui sont un vrai sujet pour l'UNSA, la situation des catégories C administratives dont les revalorisations sont aujourd'hui indigentes pour beaucoup, la prime de service du service de santé des armées figée depuis 2018 et sans aucune perspective d'évolution à ce jour, et les mesures concernant la population des ouvriers d'État, ceux qui assurent eux-mêmes le maintien en condition opérationnelle des matériels perdus dans les limbes du guichet unique. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, et dans l'attente, nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup. La parole est à l'Alliance CGC-CFTC. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Défense CGC et CFTC Défense vous remercie, Monsieur le Président, pour cette audition sur le projet de loi de finances 2025. Au cours des dernières années, le ministère des Armées a dû faire face à plusieurs décisions peu favorables pour ses personnels. Défense CGC et CFTC Défense ont souvent souligné la faiblesse des mesures catégorielles contre laquelle elles se sont régulièrement élevées. Ces insuffisances, dans un contexte exacerbé par la concurrence avec le secteur privé, qui propose souvent des conditions plus attractives, ont causé de sérieuses difficultés de recrutement et de fidélisation, notamment dans les domaines du numérique et de la cybersécurité, tout en créant un climat de frustration et de démotivation parmi les équipes. Cette situation a compliqué la gestion des ressources humaines. Il était donc devenu impératif de revisiter la politique salariale afin d'espérer rendre le ministère plus attractif et motivant pour ses agents et ses futurs candidats. L'année 2024 a marqué un tournant majeur dans le prolongement de la LPM adoptée définitivement le 13 juillet 2023. Ainsi, pour le personnel, des premières mesures de rattrapage salarial ont été introduites pour commencer à corriger le décalage très défavorable au personnel du ministère des Armées par rapport aux autres ministères. Ces actions ont non seulement permis de commencer à combler certains écarts anormaux, mais ont également renforcé la motivation et l'engagement des agents. Pour 2025, il est crucial de maintenir cet élan pour poursuivre les efforts de rattrapage engagés en 2024. En effet, la composante civile du ministère porte l'expertise technique indispensable à l'atteinte des objectifs de la loi de programmation militaire, en parfaite complémentarité avec nos collègues militaires. Elle assure beaucoup de missions, prend en charge la spécification de nos futurs équipements, synonyme de performance en adéquation avec les besoins de nos forces, et de maîtrise des coûts, s'assure que les équipements répondent aux spécifications, s'occupe de la maintenance de nos matériels, synonyme d'indépendance et aussi de maîtrise des coûts, notamment. En investissant dans nos ressources humaines, nous investissons directement dans l'efficacité et la résilience de notre institution. Cela signifie que nous devons continuer à mettre en place des mesures qui soutiennent et valorisent notre personnel. Il est impératif de considérer ces actions comme un investissement stratégique pour l'avenir, garantissant une organisation dynamique et prête à s'adapter aux évolutions du monde contemporain.
Ainsi, mesdames et messieurs les députés, l'objectif de cette réflexion est de vous sensibiliser à l'importance de maintenir et de renforcer les mesures de rattrapage en 2025. Il en va de la performance et de la cohésion de notre ministère qui sont indispensables pour relever les défis de demain auxquels la France est confrontée. Je vous remercie de votre attention et votre engagement en faveur de cette cause essentielle. Merci beaucoup, messieurs, pour ces prises de parole. Nous allons donc passer aux orateurs de groupe, donc pour 2 minutes. Et nous commençons donc par Alexandre Dufossé pour le groupe Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président, messieurs les représentants syndicaux. J'aimerais tout d'abord souligner le rôle majeur que les civils de la défense jouent dans le bon fonctionnement de nos armées. Vous représentez en effet près d'un tiers des effectifs du ministère, avec plus de 62 000 agents. Mais au-delà des chiffres, vous incarnez la diversité des carrières offertes par l'institution militaire. La variété de vos profils et de vos missions en témoigne. Ouvriers d'État, titulaires des catégories A, B et C, contractuels dans les secteurs du cyber, des ressources humaines, de la restauration ou de l'ingénierie, etc. Chacun de ces postes est précieux pour nos armées. Les personnels civils de la défense se trouvent au croisement de l'institution militaire et du statut civil. Toutefois, ils ne sont pas, et ne doivent pas être, étrangers à la militarité que fondent l'identité et le fonctionnement du ministère des Armées. Les personnels civils de la défense participent en effet de la culture de la défense et agissent au service des armes de la France. Nous ne pouvons que saluer ceux qui, en remplissant ainsi leur mission du service public, contribuent à la défense de notre souveraineté et à la préservation du savoir-faire national. Sur ce sujet, vous vous êtes inquiété de la tendance qui consiste à externaliser des missions parfois jugées secondaires et qui sont pourtant centrales, telles la logistique, le soutien ou la restauration. L'externalisation, reconnaissons-le, a pu entraîner une plus grande efficacité de certaines missions, comme le rappelait le chef d'état-major devant cette commission la semaine dernière. Il n'en reste pas moins que la délégation de programmes techniques doit faire l'objet d'une évaluation préalable, minutieuse, pour ne pas faire revivre, par exemple, les difficultés rencontrées lors de la maintenance des ATL2 à l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu. Et il est impératif de veiller à ce que les prestations privées ne dépassent pas un cadre strict, contrôlé et au coût maîtrisé. Soutenir ceux qui œuvrent au service des armées, c'est aussi défendre leurs conditions de vie. 2 mesures visent à y contribuer. La première est le plan de fidélisation 360, lancé en mars 2024 et reconduit par le PLF 2025. Il prévoit notamment la garantie de prêts immobiliers à taux avantageux, l'octroi de nouvelles primes, et une revalorisation salariale ainsi qu'un accompagnement étroit dans la mobilité pour le salarié et sa famille. Je vous remercie. Merci. La parole est à Emmanuel Fernandez. Il y a la réponse d'abord des syndicats et ensuite il y aura Emmanuel Fernandez. Bien, merci. Bon, je n'ai pas entendu de questions, donc ça ne va pas être simple pour la réponse, mais bon, des commentaires sur l'externalisation des missions. Ben, écoutez, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit et sur le contrôle, les coûts maîtrisés et la réflexion absolue qu'il faut y avoir avant d'externaliser la moindre mission, non seulement sur l'aspect efficacité industrielle ou efficacité de soutien, que ce soit d'ailleurs le soutien directement aux forces ou de soutien secondaire, et sur l'aspect social et sur le maintien de l'emploi et des conditions de travail de qualité au sein du ministère. Sur les conditions de vie, vous avez évoqué le plan fidélisation 360. Nous sommes exprimés dans notre déclaration liminaire sur le sujet, donc je n'ai pas autre chose à rajouter. Je vous remercie. Vous avez évoqué, monsieur le député, le soutien. Je vais rebondir sur ce sujet. Ne jamais, enfin en tout cas pour notre organisation syndicale, oublier la racine du mal de ce sujet, qui est la création en 2008 de la RGPP et des bases de défense, qui amène aujourd'hui, certes, on entend une LPM dite de réparation, mais dont aujourd'hui les agents du soutien, si je fais un focus sur le service commissaire des armées, mais pas seulement, on peut parler du SID, on peut parler de la DIRISI, etc., font qu'aujourd'hui, ce ministère essaye de trouver des solutions à pallier au fonctionnement de ce même de soutien sans y avoir les moyens en effectifs, sans que les forces armées soient en capacité de donner les effectifs en hommes, y compris des personnels militaires dans ces périodes de soutien dont ils sont censés donner des ressources RH. Et aujourd'hui, entre la création de 2008 et aujourd'hui, en 2024,
Ces services de soutien ne font aujourd'hui que de se réorganiser tout en déflatant les effectifs, et ces personnels de soutien sont en grande souffrance. Donc si cette LPM dit de réparation, mais aujourd'hui on ne voit pas ces effets concrets concernant le soutien, n'est pas en capacité de répondre rapidement à cette problématique du service commercial des armées, de la DIRISI, du SID, et j'en oublie, nous craignons que la voie de l'externalisation sera une voie dont ce ministère pourra aller, et d'où notre organisation syndicale combattra. Quelques mots, monsieur le député, par rapport à vos propos. Alors, avec un peu d'humour, je dirais, puisque nous l'avons déjà écrit, vous évoquez les propos du ministre sur la fidélisation 360. Nous l'avons, nous, appelé fidélisation 270, parce qu'elle invisibilise les 25% de personnel civil. Donc le cercle n'a pas été totalement fermé. Nous l'avons dit au ministre des Armées également. Vous évoquez également la situation, notamment dans le maintien en conditions opérationnelles, en citant l'exemple particulier de l'Atlantique 2 en ce qui concerne la yacht Cuers. Il faut prendre un peu également le mal à la racine. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas entendre les défaillances, notamment du système de MCO étatique, dès lors qu'il faut mesurer aussi que c'est l'industriel qui a à sa main les pièces de rechange. Donc dès qu'un industriel ne livre pas les pièces de rechange, il est facile pour l'industriel étatique de prendre du retard, puisque nous ne sommes pas le fabricant des pièces de rechange. Donc ceci explique cela. Il faut aussi remettre la situation dans son contexte. Et malgré cela, la direction du SIA a mis un plan efficace qui aujourd'hui a fait retrouver au MCO de ces appareils une normalité visible. Et puis, vous évoquez les métiers, notamment dans le soutien. Évidemment, ce sont des métiers qui sont très importants aussi, mais permettez-moi de rappeler également qu'il n'y a pas que des métiers dans le soutien. Il y a aussi aujourd'hui des métiers dont les compétences sont rares et qui sont largement comparables à celles qui peuvent exister par ailleurs dans l'industrie. On évoquait dans nos déclarations liminaires, évidemment, ceux qui concourent au maintien en conditions opérationnelles. Nous avons également des experts en numérique, des experts en cyber, des experts nucléaires. Nous avons des agents qui font des essais majeurs sur les matériels avant qu'ils partent en opération. Donc tout ça, ça concourt aussi à l'excellence du ministère. Et pour ces métiers particuliers, ce sont par ailleurs des personnels civils qui les exécutent et qui assurent dans le temps la continuité de l'efficience, de l'efficacité, de la visibilité et de la permanence de l'efficacité des armées. Merci beaucoup pour ces prises de parole. Il en reste une dernière. Oui, très court. Pour ce qui concerne donc votre intervention sur le soutien et son externalisation, à Défense CGC et CFTC Défense, on est, très réservé sur l'externalisation du soutien sous toutes ses formes. On connaît certains pays alliés qui ont externalisé énormément de choses lors de guerres relativement récentes au Moyen-Orient, un pays qui est de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est absolument pas un gage d'économie, bien au contraire. Mais comme ils ont des moyens infiniment supérieurs à ceux de la France, ils peuvent se permettre de dépenser X centaines de milliards de dollars. Nous n'en avons pas les moyens. Ça, c'est le premier point. Donc, l'externalisation n'est pas toujours un gage de maîtrise des coûts. Et le deuxième, l'internalisation du soutien a, notamment en matière de maintien en conditions opérationnelles, un gros avantage en matière de réactivité et de souplesse d'intervention, ce qui n'est pas forcément le cas des industriels. Merci beaucoup à tous pour vos prises de parole. La parole est maintenant à Emmanuel Fernandez pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les représentants des organisations syndicales des personnels civils. D'abord, je tiens à rappeler toute l'importance que mon groupe porte à l'égard des personnels civils de la Défense et donc de vos organisations qui les représentent. Nous sommes attentifs à votre expertise et nous portons une grande considération aux propositions que vous pouvez émettre. Nos personnels civils ont besoin de se projeter dans un avenir désirable grâce à une visibilité claire sur les parcours possibles et grâce à un accompagnement spécifique des familles. Vous l'avez abordé. Ceci est essentiel, surtout quand on sait que les personnels civils de la Défense représentent 25% des personnels du ministère. Vous l'avez dit. Vous avez évoqué les difficultés de fidélisation,
notamment sur les métiers en tension, dans le cyber notamment. Il y a une moyenne d'âge qui augmente. J'aurais souhaité savoir si vous avez accès, j'imagine, au taux d'attrition RH, savoir si ce taux est en accélération et si on voit des variables au niveau de ce taux pour ce qui est des différentes catégories de personnel. En réalité, vous subissez un schéma global qui est celui de la baisse des moyens pour le service public, pour les services publics, pour les fonctionnaires de manière générale, et un transfert vers l'externalisation, la contractualisation. Donc là aussi, je voulais dire évidemment que mon groupe considère que le service public de la défense doit demeurer public et être porté par des fonctionnaires formés, bien rémunérés grâce à un salaire digne et qui évoluent au gré des qualifications, de la carrière et également de l'inflation. Enfin, vous disiez les difficultés que vous pouvez éprouver pour ce qui est du dialogue avec les ressources humaines du ministère. J'étais moi-même syndicaliste dans l'une de vos organisations il n'y a pas très longtemps avant d'être élu en 2022. Quels sont les leviers, parce qu'il y a le dialogue certes, mais quels sont les leviers de rapport de force potentiels que vous pouvez aussi imaginer mettre en œuvre pour faire en sorte de vous approcher de l'obtention de vos revendications, et dans quelle mesure vous êtes soutenu, vous êtes suivi. Merci à vous. Merci, chers collègues. Messieurs, la parole est à vous. Merci beaucoup pour ces questions. Merci pour la confiance que vous accordez et les félicitations que vous nous avez données au personnel civil du ministère. Effectivement, vous avez évoqué l'avenir désirable et parcours. C'est une de nos revendications phares de pouvoir, et c'est une condition d'attractivité, de mettre les pieds dans une structure dans laquelle on sait où on va. Et c'est un peu le problème du personnel civil aujourd'hui. Ça tend à s'amender, à se régler, du fait d'ailleurs des interventions des organisations syndicales. Mais il y a toujours un gros décalage entre ce que peut prévoir dans son parcours de carrière un militaire, et je ne veux absolument pas opposer les populations, ce sont des faits, et un personnel civil, quand il rentre au ministère, il n'a pas, à quelques exceptions près, de possibilité de savoir ce qu'il doit faire pour avoir un parcours de carrière intéressant et qui lui convienne. Vous avez évoqué aussi l'accompagnement des familles, donc je suppose que vous faites allusion au plan Famille 2 et éventuellement d'ailleurs aussi au dispositif de protection sociale complémentaire. Alors le plan Famille 2, dont j'ai oublié l'intitulé exact, mais qui ne mentionne absolument pas le personnel civil, donc en termes de communication ne nous est pas adressé. Il se trouve qu'au sein des propositions et des mesures qu'il contient, le personnel civil est concerné par une minorité de ce dispositif, mais ça reste quand même un plan directement et quasi exclusivement destiné au personnel militaire pour régler aussi un gros problème d'attractivité et de fidélisation du personnel militaire. On comprend bien que si on regarde d'un peu trop loin ce qu'est le ministère des Forces armées, si on l'appelle comme ça, on a tendance à considérer qu'il faut des militaires, et on oublie, je rejoins mon collègue de l'UNSA, on oublie le personnel civil qui est invisible et pourtant indispensable. Alors, sur la fidélisation, vous nous demandez si on a des chiffres sur les taux d'attrition précis sur les métiers en tension. Non, ce qu'on sait, enfin moi je ne les ai pas en tout cas, je laisserai répondre mes camarades à côté qui peut-être ont plus d'informations que nous. On sait que sur 2024, les chiffres ont été meilleurs qu'auparavant, donc moins de problèmes d'attractivité, peut-être pas moins de problèmes de fidélisation, parce que les bons résultats de fidélisation, ou les pas trop mauvais résultats de fidélisation, sont dus de notre analyse tout simplement au recul de l'âge de départ à la retraite. Donc forcément, les gens, quand ils sont obligés de rester, ils restent. Voilà, donc les chiffres, on les réclame. Alors je reviendrai sur votre dernière question ensuite, qui concerne le dialogue social. On les réclame au service de ressources humaines. Ils nous les fourniront, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, ils ne sont pas forcément prêts. Bon, je ne peux qu'acquiescer quand vous évoquez le service public de la défense,
le fait que la défense ne doit pas subir outre mesure les problèmes de finances de la France, même si elle doit aussi jouer son rôle et pour ne pas pénaliser les autres missions du service public aussi indispensables ou quasiment aussi indispensables, en tout cas à plus ou moins long terme, que sont l'éducation, par exemple, la santé, la culture, etc. D'ailleurs, ça n'a pas encore été évoqué, mais la CFDT revendique également qu'il y ait une mutualisation d'une politique de défense au niveau européen, qu'elle soit d'ailleurs stratégique ou industrielle, qui permettrait sans doute de faire des économies sur le budget sans, si on fait attention, atteindre aux emplois et aux conditions de travail des agents, qu'ils soient français ou d'autres pays européens. Et enfin, vous avez évoqué les difficultés de dialogue social et les leviers de rapport de force. Alors, je corrige un peu ce que vous avez dit et qui est peut-être dû au fait que je me sois mal exprimé dans ma déclaration liminaire. On n'a pas de problème de relation, de dialogue social avec les directions ministérielles. Au contraire, ça se passe très bien. Bon, ils font ce qu'ils peuvent dans un contexte, dans un périmètre contraint par le politique, et c'est là où ça pêche un peu, et on n'a pas du tout de contact, de contact avec... pas du tout. On voit le cabinet ministériel, on voit la conseillère sociale, qui est très sympathique par ailleurs, mais on n'a pas d'influence sur le choix politique de notre ministre, malgré d'ailleurs le changement de portage du gouvernement sur le sujet. Michel Barnier a évoqué, je le dis dans ma déclaration liminaire, de revoir la relation de dialogue social avec les partenaires. Ça n'a pas ruisselé, pour employer un terme cher à notre président de la République, vers le ministère des Armées. Donc notre problème de dialogue social, il est avec le ministère, et c'est frustrant parce qu'on a des choses à dire aussi à ce niveau politique, pas uniquement au niveau des RH, ni même secrétaire général pour l'administration, qui sont des très hauts niveaux de dialogue social, mais ce n'est pas suffisant, c'est réducteur par rapport à l'influence qu'on peut avoir en tant que représentant du personnel civil du ministère. Voilà. Je vais commencer par ce que je vais dire, Albert, sur notre difficulté de dialogue social. Peut-être que nous avons été mal compris, mais en tout cas pour FO, en effet, les relations avec l'ensemble du ministère, que ce soit le SGA, le DRHMD ou l'ensemble des acteurs dans les défenses et ça de réseau, sont de bon niveau au niveau du dialogue social. Se passe bien. La difficulté, et c'est ce qu'on a voulu soulever dans notre déclaration liminaire, d'ailleurs, il y a eu une lettre, notre organisation syndicale a fait une lettre ouverte au ministre où est-ce qu'on demande est-ce que la présence du politique, c'est-à-dire du ministre, lors de ce CSA ministériel, ce qu'il fait d'ailleurs pour la composante militaire dans l'instance de Conseil Sup pour nos collègues militaires. D'ailleurs, ça sera aussi peut-être l'occasion de lui expliquer, car il a été auditionné récemment par vous, je crois, le 14 octobre dernier, une audition de 2h14 où il y avait, peut-être que j'abuse un petit peu, mais quelques secondes sur les personnels civils, sur les 2h14, et sur les personnels civils, peut-être que si on avait l'occasion de le rencontrer et de lui dire qu'il ne faut pas confondre les grilles indiciaires avec les grilles indemnitaires, car il a évoqué les grilles indemnitaires, nous n'avons pas de grilles indemnitaires, ça n'existe pas les grilles indemnitaires. Peut-être qu'il a voulu parler des mesures catégorielles, du PLF 2025 sur mesures catégorielles, mais ce n'est pas du tout le même sujet. Donc peut-être que si vous avez l'occasion de voir le politique, c'est-à-dire le ministre lui-même, on pourra s'exprimer, comme il a l'occasion de le faire avec vous, pendant 2h14. Et en tout cas, nous, on est très attachés on souhaite clairement qu'il y ait ce dialogue social avec le ministre et sa présence au CSA ministériel. Sur l'autre point que vous évoquez sur la moyenne d'âge qu'on avons évoqué sur la déclaration liminaire, comme nos collègues de la CVT, nous n'avons pas aujourd'hui ce chiffre, si ce n'est que la tendance 2024, où en effet, il semblerait qu'en termes d'attractivité, il y aurait une amélioration. Est-ce que c'est les efforts de la DRHMD à travers la marque civile de la défense on voit les résultats sur ce sujet, fort possible, mais attention, en tout cas pour notre organisation syndicale et l'analyse, c'est que ça peut être en trompe-l'œil à travers le fort embauche d'agents sous contrat et qui aujourd'hui peuvent répondre de manière, au premier abord, à avoir en termes d'attractivité, de pouvoir répondre immédiatement à des besoins en effectif, mais ça ne répond pas en tout cas à nos attentes sur des personnels
sans opposer les uns aux autres, mais à des personnels dits titulaires, fonctionnaires ou ouvriers d'État, où pour les compétences spécifiques du ministère des Armées, il le faut des années et des années de compagnonnage, de compréhension de l'environnement de la défense. On ne devient pas un spécialiste du moteur Rafale en 2 ans, en 3 ans. On ne devient pas un spécialiste du M51, etc., etc. Et y compris sur les métiers dits d'exécution de catégorie C, on peut avoir le même raisonnement. Donc, nous, en tout cas, pour FO, nous restons prudents sur ces chiffres favorables en termes d'attractivité par rapport aux agents sous contrat. Sur un dernier point, avait été évoqué lors d'un CSA ministériel par le DRHMD, quelque chose sur les organisations syndicales dont la nôtre nous évoquons régulièrement pour l'attractivité et la fidélisation, fort sujet fidélisation 360, qui est l'ouverture des écoles. Nous avons fermé les écoles dites d'apprentis, les écoles dites de formation, et ça c'est un gros sujet en tout cas pour notre organisation syndicale. Si on veut être attractif, fidélisé, la réouverture des écoles spécifiques de nos métiers de la défense devient pour nous, pour être aux enjeux de la LPM, les enjeux de demain, un vrai sujet. Donc je profite d'être dans cette audition de l'Assemblée nationale pour dire que c'est un sujet important pour répondre aux enjeux. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci, monsieur le député, de vos questions. Alors évidemment, si nous ne mesurons pas le taux d'attrition au pourcentage près, nous mesurons malgré tout les grands bouleversements sociologiques et démographiques de ce ministère, puisque nous avons grosso modo 3 grandes populations qui composent l'effectif civil du ministère des Armées. D'une part, les fonctionnaires qui sont malgré tout les plus nombreux, et 2 autres populations qui sont constituées par les agents dits sur contrat, les contractuels, et la population des ouvriers de l'État. Et depuis 2 à 3 années, lorsqu'il nous est communiqué, notamment au sein du CSA ministériel, le rapport social unique, on constate bien que les grands volumes de population se sont déplacés et que la population constituée par les ouvriers d'État, qui constituait jusqu'alors la 2e population de ce ministère, a été remplacée depuis quelques années par cette population d'agents sur contrat. Ce qui pose aussi par ailleurs des difficultés, c'est que nous avons besoin, pour gérer cette population-là, d'experts de haut niveau dans le domaine des ressources humaines. Parce que ces agents-là, aujourd'hui, bénéficient de rémunérations qui sont quasi individualisées selon les fonctions sur lesquelles ils sont recrutés. On vous a parlé tout à l'heure des agents sur contrat dans le domaine du cyber, du numérique, de la sécurité informatique, du nucléaire, de la sécurité. Et chacun a un système de gestion un peu particulier, ce qui fait qu'aujourd'hui, les services RH, et c'est pour ça qu'on a insisté aussi pour la reconnaissance des fonctionnaires qui s'occupent de ces agents-là dans les services RH, afin de les reconnaître dans leur parcours professionnel, parce que cette situation-là de recrutement intense d'agents sur contrat, elle est chronophage pour les services RH, et souvent, vous verrez dans nos écrits, nous employons plus le mot vorace que chronophage. C'est quand même assez difficile à gérer pour les agents des services. Vous évoquiez également la notion de service public. Évidemment, c'est pas nous qu'il faut convaincre de l'utilité. On l'a dit dans notre déclaration sur le service public de la sécurité, parce qu'on parle souvent du service public de l'éducation, du service public de la santé. Le ministère des Armées concourt évidemment à ce service public de la sécurité, et on en veut pour preuve à travers 2 exemples pris au hasard, mais lors de l'organisation des Jeux Olympiques, par exemple, et Paralympiques, le service de santé des armées, qui est aussi, dont on voit souvent peu la trace, parce qu'ils font partie de cette masse d'invisibles, a été au soutien permanent des hôpitaux publics pour assurer la sécurité ou le soutien de la PHP pendant ces épreuves. On évoquait également tout à l'heure, notamment le maintien en condition opérationnelle, où aujourd'hui, ce sont les personnels civils qui assurent la sécurité des matériels et des femmes et des hommes qui les utilisent en opération, lorsque c'est le ministère des Armées qui assure ce qu'on appelle aujourd'hui des marchés verticalisés, et lorsqu'un avion, un matériel tombe en panne en opération, il faut le dépanner immédiatement, et c'est bien les personnels civils sur le territoire qui s'assurent que le dépannage sera fait dans les plus brefs délais, dans les meilleures conditions de sécurité pour les militaires qui sont en opération. Je rappelle également ce que viennent de dire mes collègues. C'est vrai que le ministre ne vient pas au CTM, au CSAM, nous en avons fait notre deuil. Malgré cela, le dialogue social au ministère des Armées, il est vif, il est permanent, il est régulier, et nos relations avec, que ce soit la DRHMD, le secrétariat général pour l'administration et son secrétaire, ou aussi bien ce qu'on appelle les ACE, les autorités centrales d'emploi. Aujourd'hui, nous avons avec ces autorités-là un dialogue régulier, constant, constructif,
à tel point qu'à l'heure où on se parle, il y a aujourd'hui plus de 40 chantiers inscrits à ce qu'on appelle l'agenda social avec les autorités du ministère. Aujourd'hui, c'est le PLF, mais il y a également l'aménagement et la réduction du temps de travail, la situation des contractuels, la réalité des grilles des agents sur contrat du numérique, etc., etc. Donc on a en permanence un fer au feu pour débattre avec l'ensemble de ces autorités du ministère. Mais c'est vrai que, pour revenir à votre question initiale, nous sommes malgré tout, et ça a été dit dans notre déclaration, non pas inquiets, mais dubitatifs sur ce que le ministère des Armées pourrait être à l'avenir si on ne fait de ce ministère qu'un ministère d'agents sur contrat et non d'agents titulaires. Après, ce sera quel service public de la sécurité les élus de la nation veulent avoir, quoi. À suivre. Défense, je vais être très court. Pour la qualité du dialogue social, nous partageons l'avis de nos collègues. C'est un dialogue social de bonne qualité jusqu'au niveau cabinet du ministre. C'est le dernier étage qui est à améliorer. Mais bon, ceci est une autre affaire. Et donc, pour revenir sur la problématique des recrutements, disons, de personnel civil, c'est vrai que nous avons besoin de contractuels pour certains, disons, une certaine technicité qu'il faut renouveler très régulièrement pour la qualité de l'outil de défense de la France. Mais les personnels à statut, fonctionnaires et ouvriers d'État, sont quand même indispensables pour assurer la continuité. Parce que si vous changez de personnel tous les 3-4 ans, une certaine continuité n'existe pas. Et quand vous avez certaines catégories de contractuels qui restent moins d'un an parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte, et donc il y a un problème de fidélisation, voilà, il y a des choses à faire. Et c'est très chronophage quand les personnels tournent. Voilà, j'ai dit. Merci. Je reprends juste la parole sur le dialogue social pour compléter la réponse qu'on a faite et qui a été corroborée par à peu près tout le monde sur la qualité qu'on peut avoir au niveau de l'administration centrale, donc SGA, DRHMD et les différents ACE. Bon, on a bien vu qu'au niveau du ministère, ça se passait beaucoup moins bien. Comme l'a dit Laurent Tintignac, on en a fait notre deuil. C'est plus tellement un problème, en fait. Enfin, on en a fait notre deuil, surtout. Mais je voudrais quand même évoquer aussi le dialogue social au niveau plus local et faire le lien avec entre le concept, enfin faire le lien avec la comparaison de deux concepts, celui de management et celui de commandement. Au niveau du ministère, on en est encore un petit peu trop du côté du commandement, c'est-à-dire que c'est globalement des militaires qui gèrent l'ensemble, qui sont directeurs ou chefs de corps ou commandants de base de défense. Et à de rares exceptions près, ils managent ou ils commandent les personnels civils comme ils le font avec leur personnel militaire, ce qui ne favorise absolument pas la qualité du dialogue social et ce qui bloque et annihile en fait tous les efforts qui sont faits au niveau central et les rend à peu près vains. L'autorité fonctionnelle de la DRHMD sur les armées, direction et services, elle est très relative quand il s'agit d'imposer des principes qui sont plutôt favorables pour la qualité de vie au travail du personnel civil. Alors bon, si des commandants de base ou des directeurs militaires nous écoutent, peut-être que certains d'entre eux font des bons parce qu'ils ont l'impression de faire bien leur travail, mais il faudrait qu'ils prennent un peu de recul par rapport à ça et qu'ils considèrent que la population du personnel civil n'est pas tout à fait à gérer de la même manière que le personnel militaire. Merci, messieurs. La parole est à Anna Pic pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Je vais revenir évidemment sur le sujet qui nous préoccupe et la place de l'externalisation.
Hier matin, j'interrogeais ici Monsieur Christophe Morier, secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées, s'agissant du recours à l'externalisation, puisque ça fait de nombreuses années que vous nous alertez. Je lui signifiais notamment que nos bases de défense sont parfois dans un état de vétusté avancé et que nombre de personnels civils se plaignent à juste titre de ne pas disposer des moyens humains nécessaires afin de réaliser de simples travaux de maintenance sans avoir recours à une externalisation chronophage, vous l'avez expliqué, marché, bons de commande, etc., qui prennent un temps infini et qui voient donc les bureaux notamment se dégrader. En réponse à cette interrogation, M. Morier a confirmé qu'il était indispensable qu'il y ait des moyens et des budgets pour des interventions de maintenance courante, évoquant une politique d'externalisation excessive et peut-être un peu trop dogmatique, et démonstration ayant été faite de ce qu'il était plus efficace et économiquement soutenable de disposer de collaborateurs consacrés à ces missions. La transformation du service d'infrastructure de la Défense a acté la fin de la baisse des effectifs des régies, nous a-t-il dit. Ce constat fait écho aux alertes que certains d'entre vous avaient portées sur le sujet et dont je m'étais fait le relais au sein de cette même commission l'an dernier lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024. Je pense notamment aux métiers de soutien, trop souvent exposés à des sous-effectifs chroniques engendrant un mal-être au travail sur fond de stress et de fatigue. L'impact parfois négatif ou contre-productif de l'externalisation étant visiblement admis au sein de l'administration centrale du ministère, j'aimerais désormais savoir si vous mesurez une évolution sur le terrain à ce sujet et si les crédits du projet de budget 2025 vous semblent aller dans ce sens. Dans la continuité, j'aimerais avoir votre regard sur l'évolution des crédits alloués sur la sous-action 6301 sur la restructuration des personnels civils et soutien de la politique de défense, laquelle est en baisse de 31 points en AE et en CP. En d'autres termes, cela vous semble-t-il compatible avec les propos tenus hier par le secrétaire général pour l'administration? Je vous remercie. Merci, messieurs. La parole est à vous. Écoutez, merci beaucoup pour ces questions, surtout la fin très précise à laquelle peut-être un peu trop effectivement, mais c'est une leçon pour l'année prochaine. On potassera plus le pape. D'ailleurs, je vous demanderai éventuellement de répéter la dernière partie de votre question. Pour ce qui est des externalisations, écoutez, je ne peux que vous remercier d'avoir eu ces propos à l'intention du SGA, de M. Morier, qui, on doit s'en réjouir, considère qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin dans les externalisations, donc là aussi, on est en phase avec lui. Après, vous nous demandez si le PLF 2025 prend suffisamment en matière de politique immobilière, justement, l'affaire en main. C'est un des objectifs que, d'ailleurs, évoque M. Morier dans son introduction au pape sur pour le programme 212, donc on va voir, mais c'est plutôt positif. Ne critiquons pas tout pour critiquer quand même. Voilà. Pardon, excusez-moi. À la fin de votre question, la sous-action 06, je ne sais plus quoi là. Il s'agissait surtout évidemment de voir si vous avez l'impression que ça se traduit effectivement en chiffres dans le PLF 2025. C'est surtout ça l'intérêt. Après, sur les lignes budgétaires, ça reste du détail. Mais voilà, si effectivement ces propos qui m'ont semblé être très différents de ceux que nous avons connus l'année dernière, que cet infléchissement, parce que nous avions parlé effectivement de l'externalisation comme un axe idéologique, finalement, eh bien, puisque c'était reconnu, est-ce qu'il y a une vraie transformation budgétaire? Est-ce que ça se traduit en crédit? C'est vraiment là que je voulais en venir. Voilà, merci. Oui. Pas mieux sur cette dernière question. Sur le début de vos propos par rapport à l'audition hier avec le SGA, moi je mettrais peut-être un bémol sur ses propos. Alors peut-être qu'il est dans son rôle de SGA sur son périmètre SGA, c'est-à-dire peut-être qu'il fait un focus particulier sur le SID, ou là peut-être que je peux comprendre sur les propos évoqués hier et ce que vous avez relevé ce matin sur le SID.
va dans ce sens, et on verra, parce que le SID est en profonde transformation. Il y a les CSA de réseau qui en discutent, et j'entends les propos. Par contre, sur la partie des restructurations, partie EMA, l'externalisation, je serais beaucoup plus prudent quand nous observons au sein de la chaîne d'Irizy, où on voit qu'on va de plus en plus vers du faire-faire et que les entreprises privées mettent aujourd'hui quasiment au diapason les agents de Adérizy. On se demande même si ce n'est pas eux, les industriels, qui sont les propriétaires de ce service. Mes mots sont peut-être un peu forts, mais je vous invite à regarder exactement ce qu'il fait au sein de l'Adérizy. Et en tout cas, nous, nos élus de CSA, de réseau d'Adérizy, sont extrêmement inquiets avec ce faire-faire et avec de plus en plus de marchés vers le secteur privé. Et du coup, une perte de compétences et que la connaissance se transfère vers ce secteur privé. Donc là, je mets une vigilance sur le point d'Adérizy. Et sur le SCA, alors bon, je sais que c'est conjoncturel par rapport à l'ELOCA, donc c'est le service qui fait les rations de combat sur l'ELOCA d'Angers, où une chaîne de production est externalisée, avec une entreprise privée vient de récupérer un marché. Certes, c'est pour répondre à une augmentation des commandes par rapport à la situation que l'on connaît, géopolitique ou géostratégique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais d'augmenter ces rations de combat. Donc là, c'est clairement une chaîne de production privée qui vient d'être mise en place. Donc ça, c'est dans la chaîne EMA. Donc voilà, donc, je vais quand même donner ces deux exemples. Madame la députée, vous parlez de l'externalisation, sujet ô combien prégnant et permanent dans nos propos. La difficulté de l'externalisation, pour ce qui concerne l'analyse qu'en fait l'UNSA, c'est qu'il est très difficile de mettre en opposition la réversibilité de cette externalisation, dès lors que le ministère, qu'il a engagé une procédure au titre de cette externalisation, a du mal à récupérer ensuite les compétences. Alors, vous évoquiez en vrac la restauration, pour ne citer que cet exemple. Aujourd'hui, évidemment, la restauration fait l'objet massivement de mesures d'externalisation, et il est très difficile aujourd'hui, et très difficile aussi de convaincre les autorités du ministère de recruter des serveurs ou des cuisiniers dès lors qu'on a besoin d'effectifs dans des métiers très spécialisés, très spécifiques, à forte compétence. Donc c'est vrai que c'est compliqué de retrouver la compétence dès lors qu'on l'a perdue. Vous évoquiez également la réalité des infrastructures de la défense qui sont aujourd'hui pilotées par l'USID, la vétusté. Alors c'est vrai qu'au début, il faut quand même aussi garder en mémoire que malgré tout ce qu'on peut se dire aujourd'hui et le budget qui est affiché pour l'année 2 de la LPM 2024-2030, le budget des armées a pendant des années constitué une variable d'ajustement budgétaire assez facile et qui a consisté à tailler dans les différents budgets des différents employeurs pour économiser à la fois de la masse salariale et du budget pour l'État. Donc ça fait aussi partie du paysage historique à garder en tête. Et pour l'exemple propre du SID, pour un exemple un peu basique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le SID, et comme les autres employeurs se sont consacrés sur les tâches de fond ou les fonctions majeures dont ils avaient la responsabilité, en abandonnant pour certains certaines fonctions qui pouvaient paraître subalternes. Je vais vous donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, le SID, par exemple, il est très compétent pour aller construire le quai de débarquement du Charles de Gaulle. Par contre, pour changer l'ampoule qui va éclairer le quai lorsque l'équipe de nuit va travailler, c'est toute une procédure administrative excessivement longue, mais ils ont bien besoin de la lumière pour travailler la nuit. Donc il est plus facile il est très difficile aujourd'hui pour si vous voulez changer une ampoule, il vaut mieux l'amener de chez vous aujourd'hui que d'attendre que le marché soit passé ou le bon d'achat soit passé. Et non, mais faut bien sourire un peu de tout ça, mais c'est hélas une réalité. Malgré cela, aujourd'hui, le ministère a rétrocédé, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, une partie du budget aux locaux pour qu'ils disposent également d'un petit budget pour refaire de menus travaux de peinture, de restauration, d'entretien courant, des espaces verts ou des travaux de chauffage, par exemple. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs moments avec des agents qui travaillaient l'hiver sans chauffage et qui arrivaient dans des bureaux le matin où il faisait 12 ou 13 degrés, c'est-à-dire dans des conditions insupportables pour faire un travail de bureau comme on peut l'imaginer. Donc une partie du budget a quand même été rétrocédée au local afin de planifier un peu et d'assouplir le fonctionnement au quotidien de tous ces gens-là. Et sur l'externalisation, on a une phrase toute faite, mais vous devez la connaître par cœur. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. Sur l'externalisation, il est vrai que depuis de très nombreuses années, c'était
présenté comme une source d'économie et un peu de façon dogmatique. En fait, il n'y a pas de mystère. Quand le but de l'externalisation que nous avons connu sur la restauration, sur telle ou telle chose, c'était pour externaliser de la masse salariale et pour présenter une évolution d'effectifs satisfaisante d'un certain point de vue. Dans la pratique, il n'y a pas de mystère. Pour faire la même chose, quand c'est externalisé, il y a des problématiques de rendement et de taxes qui font que de toute façon, c'est plus cher à la fin. Voilà. Merci beaucoup. La parole est à Damien Girard pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les représentants syndicaux, mesdames et messieurs, depuis le rapport du ministère de la Défense de 2003 sur le rôle et la place du personnel civil de la Défense, la situation s'est améliorée. Cependant, les civils de la Défense demeurent peu paritaires. On compte moins de 4 femmes sur 10 pour la totalité du ministère et seulement 3 sur 10 sur les postes de direction. Le talent n'étant pas genré, cela veut donc dire que nous nous privons indirectement de talents qui apporteraient à notre sécurité. Plus généralement, la Cour des comptes, dans son référé de 2021 et un rapport rédigé par 2 de nos collègues cette même année, le souligne, notre armée a besoin de métiers spécialisés, depuis les professionnels du soin jusqu'aux spécialistes cyber, en passant par les commerciaux. Elle doit donc être attractive pour attirer les meilleures compétences du secteur civil. Ma première question est donc, quelles mesures notre Assemblée peut-elle mettre en place en termes d'égalité de droits entre militaires et civils pour attirer le personnel civil ? Par ailleurs, la Cour des comptes et le rapport parlementaire de 2021 soulignent l'enjeu de permettre une meilleure mobilité des professionnels civils pour valoriser leur expérience et faciliter leur évolution professionnelle, que ce soit en interne du ministère des Armées ou en externe. Cela peut passer par exemple par une simplification du recours aux validations d'acquis de compétences. Ma seconde question, quelle marge de manœuvre demeure pour féminiser, rationaliser et moderniser les carrières des civils de la Défense ? Je vous remercie. Merci. La parole est à vous, messieurs. Merci beaucoup, Monsieur Gérard, pour vos questions qui donc évoquent la féminisation des effectifs. Vous l'avez souligné, elle est différente quand on regarde la population des militaires et la population des civils, même si ce serait faire vivre un stéréotype de genre de considérer que pour être militaire, il faut être un homme. Même les militaires ont compris que ce n'était pas tout à fait vrai. Pour le personnel civil, effectivement, on part d'assez loin. Et les proportions entre les femmes et les hommes augmentent au profit des femmes. Donc on est plutôt sur une tendance intéressante. Maintenant, le second problème, c'est celui d'égalité entre les femmes et les hommes au ministère, qui est aussi identifié comme un projet porté par le PLF 2025 par le secrétaire général pour l'administration, donc dont acte à voir. Il y a toujours un certain nombre de plafonds de verre. Vous avez identifié la proportion des postes au niveau de direction qui sont majoritairement trustés. Alors vous dites vous par les hommes, nous on dit par les militaires, mais en gros ce sont des hommes militaires, quoi. Voilà. Donc il manque un peu de place aux femmes et aux civils dans ce cadre-là. Vous avez évoqué la Cour des comptes, les réactions de la Cour des comptes par rapport à la mobilité du personnel civil et en rebondissant un peu sur les leviers qui pourrait favoriser l'attractivité pour le personnel civil féminin. C'est un peu votre approche, si j'ai bien compris. On en a parlé en début d'audition. Il faut absolument, alors là je parle plus de mobilité que d'attractivité pour le personnel civil féminin, il faut absolument que quelqu'un qui veut rentrer au ministère des Armées ait une vision à long terme sur ce qu'il va pouvoir y faire et sur la manière dont il va pouvoir progresser dans sa carrière et que sa carrière soit valorisée. Des efforts à faire aussi sur l'accompagnement en termes de mobilité et sans vouloir sombrer dans les stéréotypes de genre, c'est toujours un peu délicat, la garde des enfants, le logement, etc.,
pourrait favoriser l'emploi féminin, mais je suis très méfiant sur cette approche-là. Donc je crois que tout ça est assez bien intégré dans la réflexion de notre administration, qui je le répète, a identifié comme priorité de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Et encore une fois, il faut voir ce que ça va donner et surtout les résistances qu'il va y avoir au sein même du ministère. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'attitude et la culture militaire par rapport à la culture civile. Monsieur le député, vous évoquez ce sujet ô combien important qu'est l'égalité et nous croyons, et comme ça a été évoqué, que ce ministère s'engage sur un certain nombre de chantiers sur ce point-là. C'est tout d'abord la réflexion qui nous vient à cela, c'est que notre fonction publique permet d'une part une égalité des traitements en matière de rémunération. C'est une chose, c'est une comparaison par rapport au secteur civil qui fait qu'on a, selon les catégories, on n'a pas de différenciation si on est sur une catégorie. Et cependant, je mets un petit bémol sur cet aspect-là, sur les parties indemnitaires qui composent une partie importante de la rémunération et où celles-ci sont énormément dictées par la mobilité notamment. Et on sait parfois que pour une femme, c'est plus difficile parfois pour des raisons personnelles ou familiales d'avoir cette notion de mobilité. Et je dirais que cette mobilité est un encouragement qui est effectué dans l'ensemble de la fonction publique et je dirais assez engagé en matière d'indemnisation et de versement de compléments indemnitaires. L'attractivité, ou tout du moins la perception qu'a ce ministère aussi sur l'égalité homme-femme, elle se perçoit de par des réseaux également de référents égalité qui sont installés sur l'ensemble des services de ce ministère. La féminisation, elle reste importante dans certains services, notamment les services grands gestionnaires du ministère. On peut parler des services RH que l'on a dans les centres ministériels de gestion, les plateformes achat-finance. Mais nous constatons, malgré tout, un manque visible de postes à responsabilité. Somme toute, en comparaison avec ce que l'on perçoit dans le privé, il manque parfois d'engagement sur certains postes à haute responsabilité pour les femmes dans ce ministère. Et c'est très dépendant également des types d'employeurs. Nous avons différents employeurs dans ce ministère, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, la DGA et autres services. On peut que encourager effectivement un petit peu plus d'impulsion dans ce domaine-là. Voilà ce que j'avais à dire pour répondre à ces questions. Je vous remercie. Vous avez raison, monsieur le député, il est plus facile de désintégrer l'atome que les préjugés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc le ministère est composé aujourd'hui de 39,2% de personnel féminin. Et malgré cela, au titre des chantiers de l'agenda social dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a un qui concerne justement l'égalité entre les femmes et les hommes, auquel est adossé le volet violence à caractère sexuel et sexiste. Il est en plein cours de discussion à l'heure où on se parle. Il est sous le pilotage d'une commissaire générale, la commissaire générale Bourdès. Nous participons à ces travaux, évidemment. La prochaine réunion aura lieu le 13 novembre ou 14 novembre prochain, je ne me rappelle plus, peu importe. Et nous sommes actuellement sur un plan d'égalité qui court sur les années 2023-2024. Nous avons proposé que ce plan égalité entre les femmes et les hommes soit prolongé d'1 an, ce qui a été acté par le directeur de la DRHMD, pour se donner le temps de préparer sereinement et avec le plus d'efficacité et de loyauté possible le nouveau plan qui courra donc sur les années 2026-2027. Effectivement, comme dans beaucoup de secteurs d'activité en France, aujourd'hui, les femmes sont victimes, encore une fois, de ce plafond de verre. Et indépendamment de ce plafond de verre, c'est l'accession à des postes à haut niveau de responsabilité, y compris au ministère des Armées. Nous avons évoqué le sujet lors du dernier CSA ministériel, où on a pu voir notamment que sur les 50 postes d'officiers supérieurs, 3 étaient tenus par du personnel féminin. Donc ça fait très peu, on est loin des 39% malgré tout. Mais si je peux me permettre, le ministère n'est jamais que le dernier maillon de la chaîne.
Nous ne subissons que finalement les choix qui sont opérés aussi en amont de cela et les parcours scolaires qui sont offerts aussi aux jeunes de la nation en disant certains parcours scolaires sont plus orientés sur des populations féminines, d'autres sur des populations masculines. Il faudrait peut-être prendre, si vous m'autorisez l'expression, le mal à la racine, et parce que nous ne faisons que réceptionner c'est le choix aussi de l'éducation nationale. Donc évidemment, aujourd'hui, quand on recrute des personnels au service de santé des armées, on est tributaire des sorties d'écoles d'infirmières ou d'aides-soignantes et qui nous est imposée finalement. La répartition hommes-femmes, elle nous est imposée par ces choix de parcours scolaires. Donc il faut aussi intégrer ça. Nous n'avons pas d'a priori genré dans nos attitudes, en tout cas au ministère, encore moins dans les organisations syndicales, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler également. Et quant à la mobilité que vous évoquiez tout à l'heure, là aussi, c'est un cliché, excusez-moi, mais aujourd'hui, on a tendance, parce que les militaires, par fonction, par métier, par statut, sont de fait mobiles, on a tendance à opposer une mobilité visible des militaires à une mobilité invisible des personnels civils. Or, les personnels civils sont largement mobiles, évidemment, de façon moins régulière que les militaires, parce que ça fait partie de leur statut que d'être mobile, mais les personnels civils sont largement mobiles, à tel point qu'aujourd'hui, le ministère a mis en place ce qu'il appelle des parcours professionnels, avec un slogan qui est simple, c'est être acteur de son parcours professionnel. Donc, quand on est acteur de son parcours professionnel, il faut intégrer dans sa réflexion et dans son parcours, un parcours fait de mobilité successive aussi tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, c'est fini, excusez-moi du terme, le bon vieux temps où on prenait un poste et on y restait pendant 40 ans et puis on partait en retraite sur le même poste. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai, c'est un cliché aussi, ça. Donc les personnels civils sont largement mobiles. Et puis là aussi, les députés que vous êtes ne sont pas sans savoir que le ministère des Armées a longtemps été, je l'ai rappelé tout à l'heure, une variable d'ajustement budgétaire, a subi des restructurations comme aucun autre ministère n'en a subi, à tel point qu'à une époque, le ministère des Armées supportait à lui tout seul plus de 60% des restrictions budgétaires de la nation, ce qui a conduit à des fermetures importantes d'établissements, à des rationalisations, à des restructurations, et de fait, les personnels qui étaient dans ces établissements-là ont tous été mobiles. On parlait tout à l'heure de l'industrie de défense. Pour les plus anciens d'entre nous qui avons connu les arsenaux de la marine, les arsenaux de l'armée de terre, évidemment, ces sites aujourd'hui industriels n'existent plus. Donc les personnels ont bien été mobiles à un moment de leur carrière pour s'adapter et suivre leur parcours professionnel. Donc il y a encore du travail à faire, certes, mais la mobilité est bien un des facteurs clés aussi des personnels civils et elle n'est pas uniquement réservée au personnel militaire. Donc c'est un cliché facilement entretenu aussi par le militaire aujourd'hui en disant c'est normal que les militaires aient davantage d'aide. Alors ils ont, en proportion, évidemment, ils ont plus d'aide à la mobilité que les civils parce qu'ils sont plus mobiles que les civils sur leur carrière, mais les personnels civils sont réellement mobiles, c'est un fait. Merci. Oui, en matière d'égalité femmes-hommes, depuis 41 ans que je suis au ministère de la Défense et des Armées, j'ai constaté une très forte évolution. C'est vrai que depuis quelques années, le ministère des Armées fait beaucoup d'efforts sur l'égalité femmes-hommes et réciproquement. À partir du moment où un homme ou une femme rentre dans un statut, après les règles sont les mêmes. Donc il n'y a pas de différenciation en matière statutaire pour les gens qui sont fonctionnaires ou ouvriers d'État. Pour les contractuels, c'est la négociation individuelle à l'origine qui fait ensuite la carrière. Par contre, il peut y avoir des différences en fonction des choix de parcours professionnel. Ceux qui choisissent de dérouler un parcours professionnel vont peut-être avoir une situation meilleure à la fin que la personne qui choisit de rester là où elle est sans bouger pour tout un tas de raisons. Ça dépend, chaque personne. Et donc, on ne peut pas dire que il y a une inégalité. Il y a des efforts faits pour compenser telle ou telle difficulté. Et je pense que le ministère des Armées est assez exemplaire sur le sujet. Peut mieux faire toujours, mais c'est quand même de gros efforts. Merci beaucoup. La parole est à Michel Martinez. Je vous en prie. Merci, monsieur le Président. Messieurs, 22% des occupants des logements du ministère des Armées sont occupés par des civils de la Défense. Je reviens brièvement sur les problèmes qui affectent ce parc immobilier. Manque de logements,
vétusté de nombre d'entre eux. Des travaux de rénovation et de construction sont en cours dans le cadre du contrat Ambition Logement en métropole. Je note cependant que ces travaux conduisent parfois des civils comme des militaires à quitter le logement qu'ils occupent sans solution de rechange. Pour l'année 2025, le projet de loi de finances prévoit plus 23 millions d'euros en autorisation d'engagement et plus 41 millions d'euros en crédit de paiement. Cette augmentation, qui vous concerne directement, vous semble-t-elle suffisante, tellement l'on part de loin? Pensez-vous que l'objectif de construction de 2800 logements d'ici à 2030, réaffirmé dans le projet annuel de performance, soit tenable? Je vous remercie. Merci, messieurs. La parole est à vous. Vous l'avez dit, Madame la députée, les civils ne représentent que 22% des occupants des logements mis à disposition par le ministère pour son personnel. Donc, je suis malheureusement incapable de répondre à votre question sur est-ce que ça sera suffisant. C'est un geste. On connaît les difficultés financières. C'est 41 millions d'euros en crédit de paiement pour l'année 2025. Je suis incapable de dire, malheureusement, si c'est beaucoup ou pas beaucoup. On va voir, mais c'est surtout les militaires qui sont concernés par ce souci-là. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose. En ce qui concerne le logement, là je vais mettre de côté le budget, mais sur ce sujet, cela fait des années que la CFDT et même les autres organisations syndicales se plaignent du mauvais accueil que peuvent avoir notamment les jeunes recrutés de catégorie C ou même de catégorie B, puisque les salaires de début sont vraiment pas élevés, c'est 6 centimes au-dessus du SMIC pour un catégorie C. Et le problème, c'est ça fait partie de l'attractivité, ça aussi. Si le ministère est incapable, ou la fonction publique, j'irais même plus loin, incapable d'arriver à loger, notamment dans des régions où les loyers sont très chers, l'Île-de-France, Lyon, PACA, Bordeaux, les lauréats des concours ont tendance à refuser le bénéfice de concours. Ils préfèrent rester chez eux, d'où ils sont originaires, plutôt que d'être mutés dans une région, dans un bassin d'emploi, où les loyers sont impossibles à payer pour ces agents. Même s'ils sont en couple, ils n'auront jamais l'acceptation d'un bailleur ou d'un propriétaire, ne serait-ce que pour louer un appartement qui serait limite insalubre parfois. Alors je caricature peut-être un peu, mais je pense que nous, à la CFDT, on pense que le ministère, mais au-delà la fonction publique, doit accompagner les nouveaux embauchés ou ça peut faire partie de la mobilité aussi, favoriser la mobilité, favoriser les agents qui sont mobiles ou qui sont affectés, de par la réussite au concours, dans des régions où les loyers sont impossibles à payer. Donc, forcément, un handicap qui fait que ces agents-là soit se retrouvent dans des situations de logement, parce qu'ils acceptent quand même le concours, dans des hôtels, alors je ne vais pas parler d'hôtels borgnes, mais des hôtels qui ne sont pas forcément agréables pour y vivre. Déjà, ce n'est pas forcément agréable de vivre à l'hôtel, et être obligé d'avoir des transports à subir, parce que forcément, plus on est loin de la localité où il y a l'emploi, plus les heures de transport sont importantes, et donc c'est de la fatigue en plus, c'est des journées de travail infinies. Nous, c'est ce qu'on demande. Nous, on demande à ce que la fonction publique puisse accompagner ces agents dans le logement, que ce soit pour la mobilité ou pour le recrutement. Merci. Sujet important qu'est le logement. Merci de soulever cette question. On peut, en tout cas pour l'organisation syndicale, considérer qu'il y a une prise de conscience de ce ministère et que ce PLF, si il va au bout, va augmenter significativement un budget pour le logement. Sera-t-il suffisant ? C'est la question. Pour nous, il semble qu'il ne sera certainement pas suffisant au vu des années où il n'y a pas eu d'engagement financier important sur le logement, et le retard pris fait qu'aujourd'hui, il y a des situations extrêmement précaires pour ces agents. Donc,
Ça va dans le bon sens, c'est pas encore suffisant et ça a été soulevé et, par notre collègue de la CDT. Il est vrai que pour les agents qui travaillent dans les métropoles, Île-de-France, Bordeaux, Rennes, Lyon, etc., les grandes métropoles, sont en grande difficulté de pouvoir accéder dans les logements. Et je vais faire un petit focus sur les agents de catégorie C. J'en ai parlé tout à l'heure dans la déclaration liminaire. Il faut qu'aujourd'hui, ces agents travaillent de plus en plus éloignés de leur lieu de travail, sont en périphérie au vu de leur rémunération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement ils sont exclus de par leur travail en tant qu'agent d'exécution du télétravail, du coup, ce sont des agents qui travaillent loin au vu des coûts de logement, on n'est pas en capacité de donner un logement au plus près du travail, du coup, augmente en termes de pouvoir d'achat, du carburant pour le véhicule, de transport, etc. Et ce sont les premiers impactés. Et après, on nous parle de la transition écologique, etc. Là, il y a un vrai sujet, d'un point de vue, de faire un vrai effort sur ces agents de catégorie C, entre autres, pour ce logement au plus près de l'employeur dans ces grandes villes. Car aujourd'hui, on fracture de plus en plus ces agents sur le ministère entre les catégories C qui s'éloignent de plus en plus, au vu de leurs conditions, de leur lieu de travail et de tout ce qui en suit, par rapport à un agent qui, lui, peut accéder. Et tant mieux, on ne remet pas en cause les catégories 1, les niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Ce n'est pas mon sujet. Mais aujourd'hui, ça crée une disparité. Celui qui a la possibilité 2 et celui qui ne l'a pas. Donc là, il y a un effort qui est important pour répondre à votre question, Madame la députée, mais qui malheureusement, on verra les effets qu'à moyen terme, alors que l'urgence, elle est maintenant. Oui, quelques mots sur le sujet, Madame la députée. Là aussi, on est un peu victime de ce qui s'est passé pendant de nombreuses années, à savoir la vétusté des logements. Elle est aussi consécutive des choix prioritaires qui ont été faits en matière de défense. Donc évidemment, il y avait des priorités absolues à mettre en place sur l'entretien des matériels, l'équipement des militaires. Et donc on a laissé un peu passer de côté la rénovation ou la restauration des logements. Il faut distinguer aussi que le ministère des Armées dispose de deux dispositifs différents, que sont aussi le parc domanial d'un côté et le parc auprès des bailleurs immobiliers de l'autre, et que l'entretien et la restauration des logements a été confié donc par externalisation à une entreprise qui s'appelle Nové aujourd'hui, qui sera en charge de la restauration du parc domanial du ministère des Armées, avec les conséquences aussi que, évidemment, sur le fond, la mise en place, l'inscription du ministère des Armées dans la politique de transition écologique de l'État, c'est quelque chose qui est louable sur le papier, sur le fond, etc. De remplacer ce qu'on appelle aujourd'hui des passoires thermiques par une rénovation importante des logements. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la conséquence que nous, on voit tout ça à court terme ou à moyen terme, c'est le fait vous l'avez évoqué vous-même, le fait de déloger des agents qui sont dans certains appartements, pour certains depuis longtemps, pour certains en famille. Évidemment, le relogement sera opéré dans les meilleures conditions possibles. On fait malgré tout confiance aux autorités du ministère pour gérer ça de façon la plus humaine possible. On ne va pas laisser les gens à la rue. Je ne crois pas une seconde que le ministère ait cette ambition-là ou ce projet-là en tête. Mais il n'empêche que les agents seront malgré tout relogés en fonction de leur situation familiale nouvelle, qui n'est sans doute pas celle initiale dans laquelle ils ont pu accéder à ce logement ministériel, et seront relogés dans des conditions tarifaires qui seront sans doute différentes aussi pour beaucoup de celles dont ils s'acquittent aujourd'hui. Et aujourd'hui, augmenter les loyers... le ministère a beau dire que c'est une réalité, que le parc de logement ministériel est aujourd'hui environ à 30% au-dessous du marché locatif dans les régions où le ministère est implanté. 30%, c'est sûr que c'est une réalité, mais proposer à un agent de catégorie C de voir son loyer majoré de 100 ou 200 euros mensuels au prétexte qu'il a été rénové, bien sûr que sur le fond de la question, c'est bien, mais un adjoint administratif aujourd'hui ne pourra pas voir son loyer augmenter ne serait-ce que de 10 ou 20%, tout simplement parce qu'il n'en aura pas les moyens. C'est uniquement ça. Donc nous sommes vigilants aussi à l'impact locatif et la proportion du salaire qui sera consacrée au logement à l'avenir. C'est un vrai sujet aussi pour nous, indépendamment de la restauration des logements, qui est une bonne chose au départ, mais il ne faudra pas que ça se traduise aussi par le fait que les agents ne soient plus en capacité de payer leur loyer. Parce qu'il n'y a pas que des cadres au ministère, il y a aussi 17 000 agents de catégorie C à l'heure où on se parle, c'est-à-dire un agent sur 4 est un personnel de catégorie C, ceux dont mes collègues vous ont parlé tout à l'heure en vous disant que ce sont ceux qui sont à 6 centimes d'euros au-dessus du SMIC. Oui. Donc, sur ce problème de logement,
c'est vrai que il y a un problème pour les jeunes embauchés, même en catégorie A, parce qu'avec la politique salariale déplorable des gouvernements depuis 10-15 ans, l'écrasement des grilles de rémunération est tel qu'entre un catégorie C débutant et un catégorie B, c'est quelques euros de différence, et un catégorie A, c'est quelques dizaines d'euros de différence. La différence, c'est que les catégories A, après, avancent un peu plus vite. Donc, ça oblige les gens à se loger plus ou moins loin de leur lieu de travail, si c'est une métropole, notamment à Paris. Se loger avec une rémunération de débutant à Paris et en proche banlieue, sauf à être dans un coin pas terrible, est-ce qu'ils ne payent pas en loyer et ils le dépensent en transport. Donc, il faudrait qu'il y ait des efforts, et après que si ces efforts se traduisent par des augmentations de loyer, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait faire quelque chose, mais bon, il n'y a pas de solution miracle. Merci beaucoup, messieurs. Il me reste... je vais vous poser la dernière question, parce qu'apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Ma question, elle va tourner autour de la formation qui a été évoquée tout à l'heure. Souvent, on constate dans les bassins de vie où il y a l'industrie de défense qui est présente, une inadéquation entre le besoin de qualification et le personnel qualifié. On peut penser à certaines dans la métallurgie, par exemple. On le retrouve dans le bassin de l'Orient que je connais bien. On a ce manque, par exemple. Pour des raisons historiques, parfois les gens qui avaient la compétence de formation n'ont pas fait ce qu'il fallait au bon moment ou ne vont pas assez vite dans le changement. Est-ce que... Alors, je me suis intéressé au sujet depuis plusieurs années et on me dit, oui, mais on commence à mettre en place des formations un peu plus en régie. Est-ce que pour chacun d'entre vous, dans vos différents bassins de vie industrielle, vous le constatez aussi ou pas ? Parce que ça me semble intéressant, parce qu'on voit bien, parfois, là où on a une industrie de défense qui est forte, elle pompe certaines catégories d'ouvriers qualifiés, et parfois, ça crée même des manques dans nos PME qui sont plus petites autour, parce qu'elles aspirent toutes les compétences. Et donc, je pense, anciennement, on avait les ARPET, on avait des formations en régie. Est-ce qu'on retrouve ça? Est-ce que ça se met en place? Merci. Merci, Monsieur le Président, pour cette question très intéressante. C'est vrai que le sujet a été évoqué tout à l'heure par l'un d'entre nous, je ne me souviens plus. Je dis l'un d'entre nous, j'en profite pour rebondir. Effectivement, il n'y a aucune femme parmi nous aujourd'hui. Et on a parlé tout à l'heure d'égalité pro. Mais on en a dans nos équipes. On en a beaucoup dans nos équipes. Et j'ai succédé à une secrétaire générale de la fédération. Donc, bon, ça aurait pu être une femme à ma place. Il se trouve que je suis un homme. Bon, c'est comme ça. Ouais, c'est bien aussi, ouais. Enfin, moi, j'en suis assez content. Pour répondre donc à la question de Monsieur le Président sur la formation, je me souviens quand vous étiez rapporteur de la LPM, vous avez parlé d'audace et sur l'ensemble des sujets, mais en particulier sur celui-là. Et j'en avais parlé également en ces mêmes termes au secrétaire général pour l'administration, M. Christophe Morier, qui a été auditionné hier, et qui n'avait pas été sourd aux propos qu'on avait avancés sur la formation initiale au sein de nos structures, ce que vous appelez en régie. Il se trouve il semblerait que l'audace ne soit pas allée jusqu'au bout, parce que ça n'apparaît pas dans le PLF 2025. Il n'est pas question de recréer l'apprentissage. La LPM l'évoque, mais uniquement pour le personnel militaire, si je ne m'abuse. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qui se passe au niveau des établissements du ministère. Il y a eu la création d'un certain nombre d'académies, des ressources humaines, du numérique, etc. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Ça répond à un besoin presque structurel de mise à niveau par rapport aux métiers en tension. Il serait, je pense, nécessaire effectivement d'avoir une réflexion très poussée sur le sujet pour répondre aux problèmes d'inadéquation que vous évoquez. Moi, il se trouve que j'ai travaillé aux ARPET à Brest. J'étais directeur adjoint de la structure et on travaillait déjà avec la métallurgie pour dispenser des formations qui convenaient à la fois à l'établissement qui était DCN à l'époque, du ministère des Armées, c'était un établissement de la DGA,
et aux structures et aux PME locales, aux entreprises locales de la BITD Défense. Et c'est dans cette perspective-là de maintien en compétence de la BITD Défense qu'on doit réfléchir à ce sujet avec, pourquoi pas, si on n'imagine pas des structures de formation uniquement pour les services industriels du ministère, pourquoi pas mutualiser des formations pour la BITD avec des compétences qui viendraient de part et d'autre. C'est une excellente idée. Je profite pour rebondir aussi sur nos écoles d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs sous tutelle du ministère des Armées. Il y en a quand même quelques-unes, et je ne parle pas des écoles des armes, je parle des écoles sous tutelle de la DGA, que sont les ENSTA, l'ISAE, etc., qui pourraient, elles aussi, former en formation initiale nos ingénieurs civils de la défense à des métiers dont le ministère a besoin. Et c'est quelque chose qu'on met en avant très régulièrement au niveau de la DRHMD, qui semble aussi être perçu comme une bonne idée, mais qui n'avance pas. C'est peut-être lié au fait que ce soit la DGA qui est la tutelle de ces écoles. Mais je n'irai pas plus loin, je ne veux pas me fâcher avec monsieur Kiva. Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour cette question qui est centrale, qui est la formation. Nous l'avons évoqué dans notre déclaration. Il y a beaucoup d'attention de faire. Voilà, je vais un peu reprendre ce que vient de dire Albert pour la CDT. C'est qu'il y a beaucoup, quand on discute avec le DRHMD, le SGA, les différents, déjà les grands subordonnés, tout le monde est d'accord sur le constat, mais on ne voit pas aujourd'hui l'effet concret de ce que pourrait être mis en place. Donc, je pense de notre point de vue, il va falloir vraiment mettre les actes sur ce sujet. On ne voit pas à travers ce PLF aujourd'hui quelque chose de concret concernant la formation, et je suis complètement en face sur ce qui vient d'être dit par la CDT sur cette possibilité des élèves dans les écoles d'ingénieurs, l'Insta Bretagne, etc., de pouvoir la possibilité d'intégrer les postes de personnel civil au sein de ce ministère. Donc ça, c'est un vrai sujet. On voit aujourd'hui le chiffre qui est relativement décevant de ce ministère. On n'en parle peut-être pas assez. Ce sont nos apprentis qui, aujourd'hui, ne viennent pas dans les recrutements de notre ministère. Alors certes, à ce chiffre-là, il faut tout dire. Il y a aussi nos apprentis qui continuent leur cursus scolaire et qui ne s'arrêtent pas après un bac pro ou un BTS ou un UT, etc. Donc ceux-là, évidemment, ils continuent leur parcours professionnel, leur parcours de formation, académique, et il n'y a pas à dire. Mais pour ceux qui arrêtent, on voit que ils ne font pas, ils ne viennent pas chez nous. Donc ça, c'est intéressant à savoir pourquoi. Et ça, c'est des questions aussi centrales. Là, on revient aussi sur l'attractivité, la fidélisation. C'est toujours un peu le sujet. Mais encore, et je vais conclure là-dessus. Une LPM de réparation, je répète les mots qui ont été dits à l'époque de cette LPM, c'est de réparation, il y a des années et des années à réparer. Donc aujourd'hui, et on le sait tous, que quand on casse un système qui fonctionne, on met des années et des années à pouvoir retenir le niveau qu'on avait perdu. Donc c'est la même difficulté pour nos ouvriers d'État, pour nos techniciens techniques, pour nos administratifs et pour l'ensemble de nos ingénieurs. Voilà, donc on continuera et puis si les députés de l'Assemblée nationale et la représentation nationale peut nous aider en ce sens, ça nous va bien parce que ça va dans le sens commun. Je réfléchis. Ça m'arrive de temps en temps. C'est ce qui nous différencie. Non, Monsieur le Président, vous évoquez là, une situation qui remonte qui est d'actualité, mais qui convient de resituer dans le contexte également, puisque la décision, vous avez connu cette époque où il y avait des centres de formation technique qui étaient propriété, si je peux dire, intellectuelle du ministère des Armées, et bâtimentaire aussi, bien sûr, qui formaient cette population des ouvriers d'État qui étaient appelés à venir travailler ensuite sur les différents matériels.
le choix politique a été fait à l'époque de se séparer de ces centres de formation technique. C'est une décision politique. Nous en avions déjà à l'époque dénoncé les conséquences prévisibles qu'on mesure aujourd'hui avec 20 ou 25 ans de recul, puisque le ministère est dans l'incapacité aujourd'hui ou dans la très grande difficulté d'accueillir les bonnes compétences au bon poste, au bon endroit, dans la bonne région. Donc ça reste malgré tout une difficulté, notamment alors, dans les métiers les plus stratégiques, que sont ceux du maintien en condition opérationnelle, qu'ils soient terrestres ou aéronautiques. Aujourd'hui, pour trouver un mécanicien spécialisé dans l'optronique pour assurer le MCO du matériel de l'armée de terre, qui est le César, ou pour assurer le MCO dans le domaine aéronautique sur un matériel comme le Rafale ou le Tigre, c'est très difficile à trouver. Par ailleurs, ces centres de formation dont le choix politique a été de les fermer, apportait aussi une acculturation à la vie du ministère des Armées. Et ça, c'était aussi important. Donc aujourd'hui, on recrute à l'extérieur, mais il faut, en plus du recrutement, les acculturer au milieu. Et ça, c'est une difficulté. Malgré tout, le ministère dispose de plusieurs leviers. Aujourd'hui, j'ai connaissance qu'il n'y a qu'un seul employeur qui a remis en place, alors ils ont appelé ça une école de formation, mais ce n'est pas vraiment une école, on va plutôt appeler ça un centre de formation. C'est le service industriel de l'aéronautique qui a subi de plein fouet la fermeture des écoles de formation technique et qui a besoin de remettre en place une structure pour accueillir les nouveaux arrivants sur des métiers manuels dont les compétences ne sont pas apprises ou acquises dans un lycée professionnel. Donc je sais que le SIAE a remis en place ce qu'ils ont appelé des écoles de formation. Alors ça dure quelques mois, mais ça les acculture quand même aux pratiques de base des métiers de l'aéronautique. Nous avons également un dispositif qui s'appelle Aérocampus sur la place de Bordeaux, qui permet aussi d'assurer de la formation pour ces agents-là. On a été évoqué également la réalité des écoles d'ingénieurs, que ce soit l'ISAE à Toulouse ou l'ENSTA. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, notre difficulté, alors nous avons aussi un centre de formation de la défense qui est à Bourges, qui s'appelle le CFD, donc qui assure pour beaucoup des formations qui sont très importantes au métier pour l'ensemble de nos ressortissants civils et militaires. Nous avons à l'école militaire le centre de formation au management de la défense qui assure aussi des formations importantes. Ce sont donc de beaux outils au service de la formation, il ne faut pas non plus les négliger. Et pour terminer sur la formation, nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de ne pas prendre de retard dans la formation. C'est-à-dire que quand on regarde le projet de loi de finances 2025 tel qu'il nous a été présenté la semaine dernière par les autorités du ministère, on voit que 4424 personnels civils sont appelés à être recrutés sur l'année 2024. Et pour éviter justement des travers ou un défaut d'acculturation, ce qu'on souhaiterait voir mis en place, c'est une formation de prise de poste ou d'adaptation à l'emploi au plus tôt de la prise de fonction de ces agents-là, justement pour ne pas les laisser dans la nature ou, si vous permettez l'expression, prendre de mauvaises habitudes dont on a du mal après à se débarrasser. Donc la formation au plus près de la prise de poste, c'est quelque chose qui est crucial aussi pour la continuité des missions du ministère. La formation, c'est un sujet très important. Comme ça a été déjà dit, nous avions au ministère toute une filière de formation qui allait des écoles de formation technique des ouvriers en passant par les écoles techniques normales pour les techniciens et des écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, il ne nous reste que les écoles d'ingénieurs qui forment à 80% des personnes, des ingénieurs qui partiront dans le privé, et les 20% restants environ, le chiffre n'est pas exact, des ingénieurs notamment militaires du corps des IA et des IETA. Et aujourd'hui, on se dit, tiens, mais il nous manque quelque chose parce que l'éducation nationale ne nous donne pas totalement satisfaction en matière de formation par rapport à nos besoins. Oui, mais on n'a plus les locaux, on n'a plus les enseignants, on n'a plus la structure. Donc, ça va être très compliqué pour remettre en place. Après, nous avons la formation continue. Et moi, ce que je constate dans les réunions de groupes de travail sur les plans de formation, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de la formation, c'est la formation d'adaptation immédiatement à l'emploi. Parce que les crédits de formation ne permettent plus de faire, sauf par le biais du compte personnel de formation parfois, de permettre aux gens de se projeter dans l'avenir.
c'est les crédits, c'est essentiellement du... Et quand on regarde, il doit y avoir une centaine d'équivalents temps plein pour la structure formation des personnels civils en interne. Ensuite, beaucoup de, comment dire, le CFD à Bourges est essentiellement un opérateur, c'est-à-dire il passe des marchés de formation, pour l'essentiel. On a beaucoup de mal à faire les formations en interne, même si le SIAE fait un gros effort parce que c'est une nécessité. Voilà. Merci, messieurs. Merci, mes chers collègues, pour votre présence. Merci pour tous vos propos qui nous rappellent à quel point le personnel civil fait entièrement partie de cette communauté de défense et nous sommes la représentation nationale et reconnaît voilà, votre engagement au service de notre défense et on vous remercie. Bonne journée à tous.